Rosa per en arme en Salut Tim. Salut mon petit poulet. Comment ça va? Ça va bien et toi? Alors, cette lecture? 15 jours. Enfin, pas 15 jours, j'ai mis 13 jours je crois. 15 jours. J'ai besoin de 13 jours. Putain, que je me rappelle parce que 250 pages. Et toi, tu me l'as fait en une semaine? Ouais. Tu m'as dit que tu avais... J'avais fini... Pour un mec qui lit pas, Ouais, 568 pages. T'as lu les remerciements, j'espère. Non, Il n'y a que ça qui m'intéresse. Hein. Ça y est, voilà, les cafés. Écoute la machine. Alors, comment s'est passée ta lecture? Explique-nous. Étonnamment bien. Étonnamment bien. Quand j'ai vu la taille de ce truc là, je me suis dit, bah ça y est, c'est foutu. C'est sûr que je relèverai pas le défi. Tu m'as une petite rancœur contre moi? Ah non ouais, clairement. Ouais, t'es rentré chez toi, t'as mis... Tu verras pour le prochain livre. T'as marmonné dans ta barbe. Alors, raconte-moi un petit peu, raconte-nous à tous, à nos amis téléacheteurs, bonsoir, raconte-nous un petit peu ce que... Angers Démon, purée, Angers Démon. Bon, déjà, c'est un roman, franchement, qui se lit bien, dans le sens où il y a l'intrigue qui te tient en haleine. J'ai été un peu étonné, parce que, ouais, le début, tu te lances dedans, purée, en fait, t'as le meurtre qui arrive d'entrée de jeu, bam, l'œil qui est arraché, et hop, tout commence là, quoi. Dénucléage. Et ouais, merci beaucoup, Eden. Alors, je dirais pas que c'était du niveau du dernier livre, hein. Sherlock, c'était quand même... on était là-haut sur l'intrigue, hein. Mais bon, voilà, ça te tient en haleine. Sur la fin, ça commence à être un petit peu longuet. Oh, non, peut-être pas sur la fin, mais juste avant la fin, là, tu te dis, oh, il y avait un moment, c'est sympa, ils se font tuer les uns derrière les autres, là, tout, voilà. Tu te dis, bon, voilà. Mais après, il y a deux, trois perles dans le bouquin. Moi qui suis croyant, ça m'a... C'est pour ça que j'ai voulu te le faire lire, parce que ça parle beaucoup de religion. Bah ouais, après bon, bah, c'est pas la même manière de la vivre, c'est surtout sur l'église catholique. Mais franchement, c'est quand même intéressant, quoi. On peut se refléter, ça me rappelle 2-3 trucs, quoi. Même si, bon, bah, tu sens que le mec, Dan Brown, il est pas non plus... je pense pas qu'il soit... Il a étudié le truc, mais il y a eu 2-3 trucs où qu'il est un peu à côté de la plaque au niveau de niveau théologique, quoi. Après, au niveau de la tradition catholique, je connais pas bien, donc je sais pas trop, je suis pas trop fouillé non plus. Mais bon, voilà, après, sinon, il y a 2-3 perles dedans, bah, je te les dirai tout à l'heure. Et au niveau de l'histoire, alors explique-nous l'histoire quand même, parce que les gens sont là pour ne pas lire le livre. Ah oui, c'est vrai, ne lisez pas 600 pages, on va vous le dire tout de suite, je vais vous le résumer. Il y a un meurtre, et il découvre le tueur à la fin. Au CERN, il y a un gonze qui se fait tuer, et en fait, tu suis un mec qui étudie les Illuminati et toutes les sciences des religions et tout ça, mais au niveau un doctorat, tout ça, c'est pas du tout un religieux. Ouais, au niveau universitaire. Au niveau universitaire, merci. Et du coup, tu le suis, il arrive au CERN, bam, le meurtre, il se dit mais pourquoi je suis arrivé là? Puis en fait, le mec, il s'est fait tatouer au fer rouge Illuminati, et c'est visible à l'endroit et à l'envers, et il a perdu un œil, quoi. Enfin, Illuminati, Illuminati et Illuminati, comme ça Bob, se dit. quoi. Ouais, voilà. Et en fait, tout ça, c'est les Illuminati qui sont derrière, soi-disant, bref. Et tout du long, t'es persuadé qu'on court après les Illuminati, quoi. Et jusqu'à... Bon, en fait, c'est une journée. En gros, c'est une journée. Parce qu'ils se baladent dans un avion, c'est un X-33 qui va plus vite que je sais pas quoi. Et donc, ils arrivent au Vatican. Le Vatican, ils se rendent compte que en fait, le gars qui s'est fait arracher l'œil, il a l'antimatière, il a créé l'antimatière. C'est un ancien prêtre. Enfin, c'est un prêtre. Et il est persuadé que la science, la physique, c'est la toile que Dieu a tissée pour peindre son chef-d'œuvre. Et j'aime bien cette phrase. Je me dis, c'est exactement ça. En tout cas, c'est ma vision de voir la science. Et du coup, bref, il crée l'antimatière avec sa fille adoptive. Il s'avère qu'il y a un gonze qui lui pète l'œil pour ouvrir l'endroit où il y a l'antimatière qui est stockée, sachant que l'antimatière c'est 100 000 fois plus puissant qu'une bombe atomique. Quand elle touche la matière, elle irradie tout. Tu te rends compte, la matière et l'antimatière, ça s'annule complètement. Ouais. Bref, et du coup, il y a un terroriste Illuminati, qu'on est persuadé que c'est un Illuminati pendant tout le long du livre.
qui dit qu'il va faire péter le Vatican, parce que les Illuminati, il faut savoir que dans l'histoire, c'était des scientifiques, ça part de Galilée, tout ça. C'est les scientifiques qui ont été refusés par l'église catholique, et du coup ils se vengent et machin, tout ça. Tu t'arrives à la fin, t'es en mode, t'as le chef du CERN qui est dans le bureau du Vatican, parce qu'ils sont en parallèle, ils sont en train de changer de pape et tout ça. Bref, c'est un Bronx, pas possible. T'arrives le patron du CERN qui arrive dans le bureau du pape, il se fait tuer, et on est persuadé que c'est l'Illuminati, c'est lui qui a fait tout. Ils ont tué toutes les heures un cardinal. Dans les églises, ils vont dans les églises. Dans certaines églises. Ils soulèvent les pierres tombales, les mecs qui se cachent. Mais c'est des églises qui sont liées avec des thématiques, des numérologies, des machins. Je crois que c'est un peu les églises dans Rome qui appartiennent au Vatican, les églises c'est toujours Saint-Jean de Latran, ou je me rappelle plus trop des noms, mais c'est ça. Ouais, et tout est lié avec les Illuminati, tout ça. Jusqu'à la fin, en fait, tu te rends compte que c'est le secrétaire, entre guillemets, du pape qui a fait ça. Le Camerlingue, le Camerlingue qui a fait tout ça pour sauver l'église, parce qu'en fait, elle est en perdition, soi-disant, tout ça. Voilà, c'est un peu étonnant, c'est vrai qu'on en avait parlé une fois, bizarrement. L'élection du pape, il n'y a pas grand monde dans les rues, tu vois, alors que bon, quand tu regardes la dernière élection qu'on a eue, c'était blindé de monde, quoi. Bref, tu sens que bon, il a une certaine culture, puis tu sens qu'il veut démonter de l'église un peu quand même. Ouais, il a envie de casser, du catho, tu vois. Mais mis à part ça, c'est un bon roman. Il y a quand même du concept, quoi. L'histoire de matière, non, franchement, des trucs en physique. Le concept de ça est super. Le début en mode toute cette envie en fait du scientifique finalement de dire mais en fait Dieu existe, quoi. Mais bon, c'est pas alors. Il y a tout un truc humaniste où c'est le même Dieu que Bouddha, que tout ça, c'est tout la même chose. Ouais, c'est très œcuménique, mais bon, après, c'est une manière humaniste de voir la chose qui est intéressante, qui n'est pas ma manière de voir, mais qui est très intéressante. Et franchement, ça c'est bien fait. Donc voilà, vous avez l'histoire de Ange et Démon, pas besoin de voir le film, pas besoin de lire le livre. Suivant. Allez, suivant. Hop, Rescapé. Allez, Rescapé. Regardez ce regard un peu. Beau gosse. Non, mais le regard de malade, le mec, ça c'est un mec. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à notre cher Pat? Je vais l'appeler Pat parce qu'en fait, je sais pas si c'est Cohn ou Pat son prénom, mais je crois qu'il dit Monsieur Pat. Dans le bouquin, il dit Pat. Ouais, on va l'appeler Pat, on est des potes. Voilà. Un pote avec Pat. Donc, Pat, c'est un Cambodgien qui est né. Bien. Ouais, il est né. Il est né au début des années 50. Au Cambodge, à la campagne, c'est un campagnard, il vivait au bord des fleuves, enfin du Mekong, là, des maisons à pilotis, tout le cinéma. Il a 10 frères et sœurs, donc c'est une grande famille. Et Pat ne va pas dans les champs, Pat va à l'école. Pat réussit, c'est un bon, quoi. C'est un mec intelligent, donc il apprend. Il finit prof ou instituteur, il finit directeur d'école à Phnom Penh. Donc voilà un petit peu son histoire au début. Et il a la belle vie. Alors, dans le bouquin, ce qu'on comprend de la vie des Cambodgiens avant l'arrivée des Khmers rouges, j'ai l'impression que ils ont leur tradition cambodgienne, il n'y a pas de problème, ils mangent du riz, des choses comme ça, il y a les rizières, ils ont aussi le bouddhisme, mais ils sont vachement américanisés. Ça parle de pas de def, je ne sais plus si ça parle de disco, mais de musique américaine, ils sont très américanisés. Okay. Alors, je n'ai pas de pays en tête, peut-être dans les capitales aujourd'hui, par exemple, de tous les pays du monde. Voilà, les gens sont un peu comme ça, mais à l'époque, je pense qu'ils étaient en avance sur l'américanisation. Le gouvernement, c'est une monarchie. Et ce qui se passe, c'est que les Khmers rouges, aidés par la Chine, donc ils sont au début des rebelles, et qui sont contenus par l'Amérique. Au bout d'un moment, ils sont tellement forts, ils sont assez forts. Alors, il faut savoir que l'Amérique a du mal à se battre contre ces Khmers rouges. Et l'Amérique a déversé avec les B-52 et toute l'équipe la plus grande quantité de bombes qu'ils aient balancées de l'histoire au Cambodge. Et je pensais, moi, que c'était plutôt au Vietnam. Quand ils avaient passé le désherbant, là, pour plus que les gens puissent se cacher dans la forêt. Tu l'as lu t'as fait des recherches je sais plus si c'est dans le bouquin ou moi je me suis intéressé au Wikipédia aussi du Cambodge. Bref, et les rebelles, malgré toutes ces bombes, malgré tout ça, réussissent à prendre Phnom Penh. Et les Américains partent parce qu'ils s'aperçoivent que la situation est intenable. En fait, ils lâchent un peu les mecs. Alors après, est-ce qu'il y a eu des accords, on ne sait pas trop. Et ce qui se passe ensuite, c'est que les Khmers, alors je vais faire une petite aparté avant qu'ils quittent la ville. Donc Pat est prof.
Et Pat, c'est marrant, il y a deux, trois trucs qui sont marrants. Déjà, donc c'est un ancien protectorat français. Donc des moments, on ne sait pas, on a l'impression qu'ils disent des mots français. Il dit des mots français des moments. Et du coup, on le prend pour un intellectuel. Parce que c'est peut-être un peu comme les anciens, quand ils disaient des mots de latin, ça fait intello, ça fait la langue des intellos. Il parle souvent, par exemple, à un moment, il a une machine à écrire, elle date de l'époque du protectorat français, mais c'est assez banal pour lui. Il regarde une horloge aussi qui date de l'époque du protectorat. Bon, en fait, il s'en fout, l'horloge est là, il la regarde. Il va pas il la détruit pas, non, non, et voilà. Il n'a pas de rancœur. Et ensuite, donc, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Phnom Penh, je sais pas trop comment on dit. Ils prennent la ville. Et tous les gens du nouveau peuple, donc c'est-à-dire le nouveau peuple, ce sont tous les gens qui vivent dans les villes, ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler un peu des hommes hors sol, tous les gens qui bossent dans les bureaux, dans le tertiaire, tout ça. Il leur explique que les Américains vont bombarder la ville, donc il faut quitter la ville. En fait, c'est pas vrai, c'est pas pour les Américains, c'est parce qu'ils veulent vider les villes de leurs habitants et ils veulent un retour à la terre intégrale, à la terre, au travail, et ils sont d'ailleurs un peu contre le progrès technique aussi. Ah bah tiens. Et donc les gens partent en fait en exil, hein, ils partent tout seuls, ils n'ont pas besoin de les emmener puisqu'ils fuient les bombes. Et puis alors, ça c'est la première partie, dans la deuxième partie, ils chargent les gens dans des convois et ils leur disent vous allez retourner de là où vous venez, selon votre ethnie, parce que vous n'avez rien à faire dans les villes, vous êtes déracinés, retournez à vos racines, à la campagne, à les cultiver. Allez planter un peu. Il se trouve qu'a priori, ces gens du Nouveau Monde, on les ramène pas à la campagne, on les fusille. Voilà, donc c'est le fameux génocide Khmer Rouge que je connaissais pas trop. Donc bon, ils expliquent. Alors, il explique de loin, hein, il n'y a pas de détails, on sait à peu près qui tuait les gens des villes. 1,7 million de morts, a priori. Alors, combien de millions d'habitants? Je sais pas, 10 millions, 15 millions, je sais pas. Ouais. Et ensuite démarre la grande traversée de Pat avec deux de ses potes. Ils partent à 3. Alors cette grande traversée, je ne vais pas vous la décrire par le menu, mais ça dure 40 jours et ils veulent aller en Thaïlande, ils veulent franchir la frontière pour avoir le statut de réfugié. C'est un petit peu ce qui est... donc ils vivent l'enfer hein, dans la traversée évidemment, ils marchent pieds nus. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas la forêt, c'est pas la 7ème compagnie avec la forêt les forêts françaises du centre de la France, là, c'est la jungle. Donc c'est les serpents, les lianes vénéneuses. Ils ont les pieds en sang, ils ont des infections, ils n'ont pas à manger. Alors je me dis, bon, là c'est l'intérêt de la jungle, il y a quand même quelques fruits, quelques animaux. Par exemple, un jour, ils mangent des araignées, des migales. Il va dans le terrier de migales, ils attrapent des migales et ils les font cuire à la broche. Ils mangent ce genre de choses, bon, évidemment. Parce qu'il paraît, c'est un goût de crevette. Peut-être, c'est possible. Je ne sais pas s'ils les avaient fait frire par contre, hein. Je ne sais pas s'ils avaient amené la friteuse. Hein. Et en fait, leur festin de roi, c'est un rat à un moment, parce que donc, le rat, il y a de la viande, il y a de la bonne viande et tout, ils sont très contents. Il continue le chemin et un soir, alors ça c'est assez marrant, enfin marrant c'est intéressant, il dit et là je me suis endormi, donc au bout de 4 jours qu'il était seul, je sais plus, je m'endors mais je ne savais pas que en fait je m'endormais en Thaïlande. Et on apprend qu'il s'endort mais qu'il est sauvé. Arrivé en Thaïlande, il l'envoie dans une famille Khmer et Khmer c'est l'ethnie du Cambodge. L'ethnie principale, ça a l'air assez monolithique quand même comme pays. Donc il va chez eux et il doit être balancé parce que donc derrière il y a la police thaïlandaise qui arrive. Il est interrogé, il est questionné, puis en fait il obtient le statut de réfugié. Il est condamné à 2 mois de prison pour avoir traversé la frontière illégalement, mais en fait il en a complètement rien à faire, il s'en fout complètement, il est même content d'être en prison. Et en prison il y a une dame qui s'appelle Paula, je crois, et qui vient le voir de temps en temps, et en fait c'est une chrétienne. Et tout le long de sa fugue, il entend une voix, il se dit, on lui parle, on lui dit dans 3 jours et tu mangeras du maïs, et 3 jours après il mange du maïs. Chaque fois qu'il a échappé à la mort, il se dit mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un, je n'ai pas pu échapper, il était avec moi avec un AK-47 devant, et si j'ai échappé. Et donc il sent qu'il y a une autre force, et il se dit, donc c'est pas le bouddhisme, parce qu'apparemment le bouddhisme, Bouddha, c'est pas une religion, c'est un guide qui te dit comment vivre, ne pas tuer d'animaux parce que derrière on se réincarne en animal, ne pas faire le mal, aimer ses proches et tout ça. Mais c'est pas une religion, c'est pas une religion révélée, ce que j'ai compris. Et donc Bouddha ou le bouddhisme n'interfère pas sur ta vie, c'est toi en changeant ta vie qui change peut-être des choses, mais en tout cas c'est pas Dieu qui peut changer ta vie. D'accord. Et là lui dit mais si, c'est Dieu qui change ma vie, c'est Dieu qui me sauve. Et à prison, donc il y a une dame qui vient le voir, et elle lui parle, elle lui fait lire les évangiles, tout ça, et puis voilà, et petit à petit il accroche, et donc il devient chrétien. D'accord. Et voilà, et alors à la fin du fin,
et je pose une question à sa famille ou à lui-même, parce qu'on ne sait pas, Paula lui dit, maintenant, si tu as bien compris Jésus, tu dois pardonner aux Khmer rouges. Tu dois leur pardonner. Et je ne sais pas s'il a pardonné ou pas. On le dit pas. Non, enfin pas que j'ai vu, ou peut-être c'était sous-entendu, j'ai pas compris quoi. Mais c'est marrant les échanges qu'il a avec la dame, parce que ça fait penser aux échanges de Jésus et de ses apôtres qui sont à l'époque pas chrétiens. Les questions sont toujours assez pragmatiques et les réponses de Jésus sont toujours, tu te dis sur quelle planète il vit quoi. C'est toujours c'est imprévisible. C'est des trucs où tu peux répondre, enfin tu peux avoir 14 réponses derrière la réponse. Déjà, mais aussi en posant la question, en fait, quand tu poses une question, tu t'attends à une réponse. Ouais. Et par exemple, là, à un moment, il lui dit, donc il connaît pas du tout le christianisme, hein, et il dit, mais est-ce qu'on est nombreux sur Terre, Paula, combien il y a de chrétiens? Donc n'importe qui d'entre nous, on dit, je sais pas, on dit 500 millions, on dit 1 milliard, non, bon, c'est peut-être 1,3 milliard, 1,4 milliard, mais on dit quelque chose. Et elle lui répond, seul Dieu sait qui est chrétien. Alors démerde-toi avec cette réponse. Et en fait, tous les échanges qu'il a avec elle, c'est comme ça, alors c'est assez marrant. D'accord, trop bien. Voilà. Et pour conclure un peu sa pensée, pour résumer le résumé, pour conclure sa pensée à Pat, il dit je préfère mourir abattu comme un gibier que conduit à l'abattoir comme un animal de troupeau. Comme un mouton quoi. Voilà, il savait très bien que tout le long, il pouvait aller voir des gens, mais s'il allait les voir, un fuyard, il était exécuté. D'accord, c'est voilà. Ouf. Là, personnellement, c'est vrai que ça a été plus compliqué de sortir des trucs pour moi en tant qu'entrepreneur ou des pépites un peu là-dessus. J'ai plus sorti des trucs intéressants par rapport à la foi qui m'ont fasciné. Donc voilà, je vous avais dit tout à l'heure, hein, la physique, c'est la toile que Dieu a tissée pour peindre son chef-d'œuvre. Il y a un exemple aussi que le Camerlingue donne. Quand il y a quelqu'un qui lui dit ouais mais je comprends pas Dieu et la souffrance justement pourquoi il permet de telles atrocités, et puis là le gars lui dit écoutez si vous avez un enfant qui a 8 ans, en fait je me suis exactement projeté moi-même qui a envie de faire du skate, est-ce que vous allez lui interdire de faire du skate? Pourtant, vous savez qu'il va se faire mal, cet enfant. Parce qu'il va apprendre, il va se défoncer, bam. Pourtant, vous le laissez faire. Donc, vous savez quelque part que... Et je trouvais cette réponse tellement en mode simple. Et je dis, mais ouais, il a pas tort, finalement. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va l'interdire d'essayer et de faire ses propres choix, finalement. Donc, voilà. J'ai aussi beaucoup aimé cette définition de l'Église. L'Église est une fraternité d'âmes simple et imparfaite, dont la seule vocation, face à un monde à la dérive, est de lui apporter la compassion. Magnifique. Ouais, il y a des belles phrases. Il y a des belles pépites, des belles définitions. Toutes ces belles phrases qu'il dit, le Camerlingue, à la fin, elles sont cassées par un certain discours où il dit oui, finalement, l'Église, elle est là pour ramener la pureté. Alors que juste avant, il dit cette phrase justement que l'Église, elle est faite de personnes imparfaites. Donc en fait, tu comprends pas. Alors, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire là? Est-ce qu'il a voulu montrer que le mec était complètement fou et il avait deux personnalités? Donc il a un rôle de méchant aussi. Ouais, voilà celui aussi. Qui recherche la pureté, souvent c'est le méchant. Parce oui, c'est ça. Parce qu'en fait, forcément, il finit seul, il finit par tuer tout le monde. Ouais. Voilà quoi. Il y a aussi 2-3 trucs. Un truc qui m'a particulièrement interpellé. C'était de dire que les chrétiens avaient récupéré les symboliques d'autres religions. Alors pour certaines choses, par exemple les auréoles, les trucs comme ça, c'est vrai. Dans l'art, on va dire l'art chrétien, qui a été fait dans les églises ou quoi. Mais par exemple pour la croix, ils sont allés chercher ça chez les Aztèques et tout ça. Je dis mais à cette époque-là, ils n'avaient jamais traversé l'Atlantique, tu vois. Enfin tu vois, t'as un peu des aberrations. C'est le même reproche qu'on peut faire, je crois. Da Vinci Code, j'ai jamais lu, mais je crois que c'est un peu pareil. En fait, il te dit qu'il y a deux villes qui sont alignées sur un, je sais pas quoi, sur un méridien. Ou un truc comme ça, et en fait dans la réalité c'est pas vrai. Non, voilà, c'était des trucs. Donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, c'était vraiment ce côté. Pourquoi? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de me dire, en fait, ce gars-là, au début, qui fait de la science et de Dieu la même chose, finalement, c'est intéressant, quoi. Puisque si Dieu est créateur, finalement, la science lui appartient. Donc, en fait, finalement, les scientifiques découvrent
un peu plus de Dieu tous les jours, quoi. C'est ça qui est ouais, ouf. Et alors que souvent, on fait se confronter les deux, jusqu'à l'époque des Lumières, je pense. Parce qu'avant ça, finalement, les mecs étaient chrétiens et scientifiques, philosophes. Ils avaient toutes sortes de panels d'expressions. Et bon, ça les dérangeait pas plus que ça. Ils étaient mathématiciens, physiciens, ils ne séparaient pas les maths et la physique. Ouais, c'est ça. Et théologiens. Théologiens, croyants, poètes, à leurs heures perdues. Et aujourd'hui, maintenant, on est tous spécifiés dans notre... Ouais, on a tous une spécificité, on est cloisonnés, quoi. Même dans notre travail. On est spécialisé, quoi. C'est la spécialisation de la société. Plus on avance, plus on est spécialisé. Par exemple, du coup, je me pose la question, est-ce que c'est bon? Alors là, c'est pas du tout religion, science, mais même d'un point de vue entrepreneuriat, est-ce que finalement, moi je vois que c'est bon pour mon business de me spécialiser, mais est-ce que c'est bon? Tu vois ce que je veux dire? Au niveau financier, je vois que c'est bon. Au niveau qualitatif de mon travail, c'est bon, mais est-ce qu'on s'ennuierait pas un peu en se spécialisant? On s'ennuie, mais l'avantage de spécialiser, c'est que tu peux mettre des personnes moins compétentes à une tâche. C'est vrai. Quelqu'un qui est un peu limité, si tu lui fais faire qu'une chose plus simple, ça va... Par exemple, les mecs qui étaient mathématiciens, physiciens, les Vinci et compagnie, là, c'est des génies. Ouais, bien sûr. Et dans la société dans laquelle on est, on a besoin de personnes aussi pointues que lui, mais donc on n'a pas assez de génie, ou peut-être plus pointu que lui. Donc on te cloisonne à une spécialité, et comme ça, on va dire que c'est le génie à la portée de tout le monde. Plus on réduit le champ d'action, voilà. C'est vrai. Alors, deux choses. Il y a une chose qui... Je vais dire deux choses. Une chose qui est un détail. Dans leur périple, chaque fois qu'ils avancent, ils s'aperçoivent qu'en fait tout ce qu'ils ont, ça les encombre. C'est intéressant. Alors voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que tout le monde a compris. Alors on peut... Donc ils partent avec des bagages, avec des bagages et trucs, et puis en fait ils prennent tout sur place à la fin, et de manioc, du maïs, parce que ils traversent des rivières, ils manquent 3 fois de se noyer, enfin c'est trop compliqué. Et donc il y a donc l'aspect philosophique, tout ce que tu as t'encombre, tout l'argent que tu as t'encombre, parce qu'en fait c'est un moment si tu... t'as peur de perdre. Voilà, t'as peur de le perdre. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est physiquement, c'est dans ta vie de tous les jours. Alors il y a un film qui parle de ça, je sais plus lequel. En tant que... Tu sais, t'as des gens qui, quand ils vont à un rendez-vous, ils ont le sac à dos, le machin, les trucs dans les poches, ils en sortent. Ça prend des heures, il faut qu'ils retournent à la bagnole, dans la boîte à gants. Et puis, parce qu'ils ont tout avec eux, en fait c'est la volonté d'autonomie. Mais l'autonomie, c'est beaucoup de choses à transporter, c'est compliqué, c'est moins de vélocité. Et à contrario, tu as la personne qui a jamais rien, comme tu disais l'autre jour, ton pote à l'école. Il arrive, il a pas de feuille, en fait il a les trucs dans la tête, on lui donne une feuille, il se débrouille, il la met dans la poche. Un petit crayon qui est par terre, le récupère. C'est vraiment deux façons de voir les choses. Alors bon, je sais pas laquelle est la meilleure. Moi, il se trouve que pour fuir avec des rouges aux fesses, il vaut mieux voyager léger pour aller plus vite. Voilà. C'est une bonne question. Et un deuxième truc? Ouais, le deuxième truc, c'est plus entrepreneurial. Après, ça peut être aussi pour la vie, mais c'est entrepreneurial. En fait, des trois, c'est le seul qui s'en sort, parce que c'est le seul qui comprend qu'il n'y a pas d'échappatoire. Tous les autres se disent à des moments, ils se disent ouais, mais si on allait au village, si on allait demander, peut-être qu'on nous aiderait. Lui dit non, on va nous tuer. Il n'y a pas de solution, c'est pas de compromis. C'est la Thaïlande ou la mort. Ça. Et donc lui, il le comprend. Et ils réussissent à traverser. Parce que les autres, il finit tout seul. Donc les autres auraient aussi pu finir tout seuls, mais en fait, ils se sont fait prendre. Parce que ou alors ils sont allés se rendre parce qu'ils ne se sentaient pas capables de... Bon, la jungle, c'est la jungle aussi. Parce que bon, c'est des gens quand même qui ont passé beaucoup de temps dans les villes, donc ils savent pas trop se débrouiller dans la jungle. Mais bon, à un moment, ils voient un gros serpent, ils en ont pas plus peur que ça. Et puis ils t'ont réticulé. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le point. Et donc pour l'entrepreneuriat... Toi tu dirais justement pour l'entrepreneuriat, c'est ça? Moi c'est ce qui a fait que j'ai réussi. T'as un petit exemple là concret? Ouais, par exemple, moi que j'ai réussi parce que j'ai décidé de ne pas, donc de quitter ma société en démissionnant et non pas, mon ancienne société, et non pas en rupture conventionnelle pour aller au chômage. Derrière, quand on démissionne, quand on a un appart, les gamins, les trucs, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de réussir, et en fait ça marche. Et dès qu'on s'aperçoit, dès qu'il y a un échappatoire, en fait, on s'engouffre dedans. Dès que tu mets un matelas... notre paresse, il va. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai. Et là, je l'ai retrouvé là-dedans, mais complètement. Et ils jouent avec leur vie. Et le pire, ce qui est le plus triste, c'est que ceux qui l'accompagnent, ils sont quand même dans des conditions de malades. Ils n'ont toujours pas compris qu'ils risquaient leur vie et que les Khmers rouges allaient les tuer. Ils l'ont toujours pas compris. Et donc ça revient souvent au débat qu'on peut avoir aujourd'hui avec des gens. On dit souvent, les gens ne comprendront pas tant que les frigos sont pas vides. Mais même frigo vide, je crois qu'il y a beaucoup. Là, il y en a 2 sur 3 qui là, ils ont le frigo vide. Ils sont à poil, ils n'ont pas d'habits, ils vivent sous le mousson, je sais pas quoi, avec les habits mouillés en permanence.
Et ils ont toujours pas compris que derrière, c'était la mort. Voilà. Ben, ah ouais, c'est ça. Donc tu te dirais, alors là on sort du livre et de la difficulté qu'ont pu vivre ces personnes. Tu dirais, en extrapolant, que si tu veux te lancer, lance-toi à 200%, sans matelas. Sans matelas. Parce que Ouais, sinon, mais sinon, c'est voué à l'échec. sinon tu vas te fatiguer. Ou alors, quoi, c'est que tu veux pas vraiment réussir. Oui. Que tu fais pour te donner un genre. Hmm. Mais je vois pas comment on peut réussir avec des filets. Hein. Après, tu sais, c'est toutes les questions, on en débat souvent. Oui, bien sûr. Les artistes subventionnés, des choses comme ça. Quand tu es un artiste subventionné, une start-up subventionnée, tu peux pas. Je vois pas comment tu peux réussir. Bon, ça peut marcher certaines fois, mais la plupart de ceux qui ont réussi, à un moment, ils ont pas eu le choix. Quoi. Yes, bon, bah c'est bon ça. Ouais, mais en tout cas, très enrichissant. Je suis très heureux d'avoir lu. J'aurais jamais lu un bouquin comme ça parce que je serais jamais tombé dessus, je pense, déjà dans les livres. Ouais, c'est ça. Et puis, le Cambodge, c'est pas quelque chose qu'on connaît, donc c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas. J'aurais pas pris un bouquin sur le Cambodge. Alors qu'on connaît tous des Cambodgiens, on en connaît plein, des Vietnamiens, des Cambodgiens. Et c'est vraiment un super bouquin. Belle expérience, c'est à lire, hein, lisez-le. Hein. Ouais. En plus, j'ai pas tout spoilé, il y a encore plein de trucs. Hein. Faut y aller. Trop bien. Bon, bah super. Bon, on va à 2 citres. Pourquoi faire? Bah pour aller chercher un bouquin. Ah, on va trouver un bouquin à 2 citres cette fois, on se donne pas les bouquins de nos bibliothèques. Non, on va chercher directement à 2 T'as changé la règle. Allez, on change la règle un peu. Tu me dis ça, j'ai l'impression que tu m'as prévenu, mais tu m'as pas prévenu quoi. Du coup, avec Pierre-Louis, on s'est dit, comme on a fait pas mal de vieux bouquins, qu'on s'est un peu régalé, j'avoue, hein, on s'est dit des trucs qu'on aimait bien lire. Et des trucs qu'on avait à dispo aussi pendant le confinement. Qu'on avait à dispo pendant le confinement et que tu avais apprécié et que moi j'avais apprécié, on se les a donnés comme ça. On s'est dit qu'on allait, pourquoi pas, prendre des têtes de gondole comme bouquin, voilà, des trucs qu'on n'apprécie pas forcément. Le hasard. On s'est dit, autant lire ce que les gens lisent. Qu'est-ce qu'on a choisi? Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour toi? Ou qu'est-ce que tu as choisi pour moi? Qu'est-ce que j'ai choisi pour toi? Bonne question. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? J'ai lu à l'envers, c'est un peu comme c'est beau. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Mais je sens que c'est un livre qui fait consensus, ça. À mon avis, ça va amener des débats. Mais bon, c'est ça qui est drôle. On verra, Moi, j'ai aucun avis, j'avoue. Christian Perron. Christian Perron, voilà, exactement. Ouais. Christian Perron. On vous fera une critique. Voilà. On vous fera une critique de Christian Exactement. Perron. C'est moi, c'est le livre que je dois lire, ça? Ou c'est le livre que tu dois lire? Non, du coup, c'est le livre que je dois lire, ça. Ah, c'est moi qui t'ai filé ce bouquin. Je me rappelle même plus ce que j'ai pris. En même temps, c'était il y a 10 minutes. Bah et toi, donc, t'as quoi comme bouquin à lire cette semaine? Alors, moi, il m'a prévu Chers administrés, si vous saviez. Voilà. De Pierre-Emmanuel Begui. On le connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne savait pas s'il est de droite ou de gauche. J'en sais rien. On verra ce que ça donne. Apparemment, c'est un maire qui en a ras la casquette, pour être poli. On va voir. Bon, voilà. En vrai, voilà, on a pris les têtes de gondole, quoi, sans vraiment trop regarder. Non, on verra. Si on a évité, on s'est dit on va prendre des trucs. On a évité le côté roman quand on est passé. On a évité le roman, on est passé à côté de De Villiers, on a évité De Villiers aussi. Ouais, parce que on s'est dit peut-être que ça allait être un peu too much d'entrée de jeu. Ouais, non, ça allait être trop. Puis le livre était pas très épais. Voilà, et du coup, voilà, on s'est lancé là-dedans. Donc, voilà, les 2 bouquins qu'on doit lire cette semaine. On est. Ouais, je sais pas, moi, je suis intrigué. Voilà, on verra bien. Hein. On verra bien ce que ça donne. C'est écrit gros, c'est vraiment. Oui, voilà, c'est. des trucs, franchement, ils doivent faire des sous, les mecs, avec des bouquins comme ça. Ouais. Attends, 17 balles, un bouquin de 200 pages. Ouais, à mon avis, qui aurait pu être écrit sur, à mon avis, 100 pages. Sur 100 pages, ouais. Parce que s'ils avaient écrit un peu plus petit. Bref, voilà les amis. On va les ramener, c'est une honte. À la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, à plus. Restez créatifs aussi. Oubliez pas, les gars. Restez créatifs.